Chapitre 4. 2 semaines se sont écoulées depuis le jour où j'ai scellé mon destin en cliquant sur le bouton « Soumettre ». Me voici maintenant aux portes du centre de formation des forces de police, à l'extrémité ouest de la ville. L'endroit ressemble à une forteresse. Ses hauts murs sont couronnés d'un enchevêtrement de fils barbelés et de caméras de sécurité. C'est une sentinelle sinistre, un symbole brutal de la discipline rigide et du sérieux inébranlable qui règne dans l'enceinte de l'établissement. Le soleil matinal projette une lumière vive et inflexible sur l'installation, sans rien faire pour adoucir les lignes dures d'acier et de béton qui définissent sa structure. Elle s'étend sur plusieurs hectares, chaque centimètre étant méticuleusement taillé pour une facette spécifique de notre formation. L'endroit semble étranger, plus adapté à un monde de conquête militaire qu'au sanctuaire académique que j'ai laissé derrière moi. Lorsque je franchis les portes en acier massif, un frisson me parcourt l'échine. La cour s'ouvre devant moi, une vaste étendue de béton. Les instructeurs, dans leurs uniformes noirs impeccables, patrouillent comme des corbeaux, le regard vif et évaluateur. Ils nous détaillent, nous les nouveaux stagiaires, comme si nous étions des matières premières à modeler, à tester et à forger pour en faire quelque chose de formidable. Parmi mes pairs, un courant silencieux d'inquiétude et d'anticipation nerveuse va et vient. Nous nous jetons des regards méfiants, chacun perdu dans sa propre mer de doutes et de questions silencieuses. Sommes-nous à notre place ici? Pouvons-nous répondre aux exigences? L'installation elle-même, avec son design austère et son ordre rigide, est un rappel constant et imminent de la force et de la discipline qui seront exigées de nous. Au milieu de ce paysage intimidant, je me sens petite, mais la graine de la détermination commence à germer en moi. Le caporal Mills, notre guide dans ce nouveau monde intimidant, est lui-même une figure frappante. Jeune, probablement encore dans la vingtaine, il a l'air de quelqu'un qui a été façonné par cet environnement. Sa carrure athlétique et ses cheveux courts et bouclés semblent parfaitement adaptés à la rigueur de cet endroit. Il nous présente le bâtiment principal, une structure austère aux murs de béton gris et lisse et aux fenêtres plus fonctionnelles que décoratives. À l'intérieur, il abrite une myriade d'installations. Des salles de classe où l'on discute de stratégie et de droit, des salles de combat au sol rembourré pour l'entraînement physique, une salle de sport qui semble pouvoir vous briser aussi facilement qu'elle peut vous construire, et des espaces de simulation tactique dotés d'une panoplie d'équipements de haute technologie. Nos quartiers d'habitation sont situés aux étages supérieurs, ce qui nous rappelle que nos vies sont désormais inextricablement liées à cet endroit. Au-delà de l'intérieur structuré, se trouve un vaste parcours d'obstacles ressemblant à une scène toute droite sortie d'un camp d'entraînement intensif, suivi d'une forêt dense et tentaculaire. Cette zone naturelle, avec ses grands arbres, ses sous-bois épais et ses clairières cachées, contraste fortement avec la forteresse de béton armé. C'est un espace conçu pour l'entraînement à la survie, où la furtivité et l'endurance seront mises à l'épreuve autant que l'intelligence. Chaque partie de l'établissement est méthodiquement aménagée, chaque zone étant conçue pour développer et mettre à l'épreuve les différents aspects nécessaires à la vie d'un auxiliaire de police. Il y a un sens palpable de l'objectif qui remplit l'air, un rappel constant que tout ici est destiné à nous tester et à nous renforcer, à la fois physiquement et mentalement. Alors que nous, les nouveaux stagiaires, traversons cet espace, nos pas résonnent contre le béton, nos yeux s'écarquillent à mesure que nous absorbons chaque détail. Un sentiment de petitesse, d'être un minuscule rouage dans une machine vaste et complexe, m'envahit. L'énormité de ce qui nous attend est à la fois exaltante et intimidante. La séance d'orientation se tient dans l'auditorium principal de l'établissement, une grande salle où résonnent les voix des stagiaires et des instructeurs. Alors que je m'assois parmi les autres, un sentiment de décalage m'envahit. Nombre de mes collègues stagiaires ont un physique qui évoque la force et l'endurance. Des silhouettes grandes et musclées qui semblent faites pour les exigences de cet environnement. En revanche, ma carrure plus petite et plus mince me semble incongrue. Un sergent buriné mais en pleine forme dirige le programme d'orientation. Ses cheveux courts et grisonnants et son regard bleu acier imposent un respect immédiat. C'est le sergent Knox, souffle un stagiaire à côté de moi, l'admiration dans la voix. C'est un vétéran, connu pour être à la fois sévère et juste, un vrai dur à cuire avec un comportement de chien de garde. Knox s'avance, sa posture incarnant l'autorité d'un chef militaire chevronné. La salle retient son souffle, tous les yeux rivés sur lui.
Stagiaire, votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre courage, de votre dévouement et de l'esprit patriotique qui vous pousse à servir et protéger notre communauté. Alors que vous vous lancez sur ce chemin rigoureux, rappelez-vous que vous ne vous entraînez pas seulement à porter un uniforme, vous vous préparez à devenir les gardiens de la paix, de l'ordre et de la sécurité. Son regard balaie la salle, évaluant chacun d'entre nous. Votre intérêt et votre enthousiasme sont louables. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas d'une promenade de santé. Cet entraînement est conçu pour vous mettre à l'épreuve, pour vous pousser dans vos derniers retranchements. Il fait une pause, laissant ses mots s'imprégner. L'air semble plus lourd, chargé d'une nouvelle gravité. Sur les 60 stagiaires présents aujourd'hui, poursuit-il, le ton inébranlable, je m'attends à ce que seule la moitié d'entre vous réussissent à passer les tests. Voilà la réalité à laquelle vous êtes confrontés. Les défis sont élevés et les exigences le sont encore plus. Ces paroles traversent la salle, rappelant brutalement ce qui nous attend. La réalité du programme de formation s'impose. La prise de conscience que nous ne réussirons pas tous. Certains visages autour de moi reflètent la détermination, d'autres, une lueur de doute. Dans cette foule d'aspirants auxiliaires de police, il y a un sentiment d'évaluation silencieuse lorsque les yeux se croisent. Les esprits sont occupés à essayer de jauger les rivaux et les alliés potentiels. Il s'agit d'un jeu tacite, consistant à s'estimer les uns les autres, à déterminer qui pourrait être un adversaire redoutable et qui pourrait faiblir sous la pression. Ce programme mettra à l'épreuve bien plus que vos capacités physiques. Il mettra à l'épreuve votre résistance mentale, votre engagement et votre capacité à vous adapter sous la pression, ajoute le sergent Knox, le regard ferme et inflexible. En tant qu'instructeur, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous préparer, mais le résultat final est entre vos mains. Chaque jour, soyez prêts à tout donner. Sa voix, lorsqu'il parle, est ferme et résonnante, capable d'atteindre le fond de la salle sans le moindre signe de détérioration. Permettez-moi d'être parfaitement clair, ce qui se passe dans les murs de cette installation doit rester strictement entre ces murs. Ce n'est pas simplement une directive, mais un ordre formel, un pilier sur lequel repose la confiance et l'intégrité de nos opérations. Enfreindre cette confiance en divulguant des informations sur nos activités sera considéré comme un acte de trahison à l'encontre de notre mission collective et sera accueilli par les conséquences les plus sévères. Alors que les paroles du sergent Knox planent dans l'air, un sentiment de peur envahit mes pensées, mimant l'appréhension que je vois dans les grands yeux de mes pairs. Quels défis nous attendent au cours de ces 4 semaines qui nécessitent un avertissement si sévère et la menace de conséquences graves en cas de violation du secret? Dans mon esprit, je me débat avec cette notion. Après le discours intimidant du sergent Knox, le lieutenant Vega s'avance. Le changement de présence est palpable. Là où Knox est imposant et sévère, Vega affiche un air d'intelligence calculée. Ses longs cheveux noirs sont tirés en arrière en un chignon serré, une manifestation physique de sa nature méticuleuse et stratégique. Ses yeux balaient la salle, vifs et perspicaces, tandis qu'elle commence à parler. Dans ce programme, la tactique et l'intelligence ont autant de poids que la force physique, déclare-t-elle d'une voix claire et autoritaire. Votre capacité à penser, à élaborer des stratégies et à vous adapter sera cruciale. Ces paroles transpercent la salle, contrastant fortement avec l'emphase physique du discours de Knox. Elle parle de l'importance de l'agilité mentale, de la capacité d'anticiper ses adversaires, des aspects intellectuels du métier de policier. Pendant qu'elle parle, je suis attiré par son approche méthodique. Il y a dans son discours une précision qui résonne en moi et qui correspond à ma propre nature analytique. Je sens que derrière son attitude sévère se cache un esprit vif qui valorise l'intelligence et la prévoyance. De temps en temps, son regard croise le mien, et dans ces brefs instants, je perçois de subtils hochements de tête d'encouragement. C'est comme si elle reconnaissait mon potentiel dans les domaines qu'elle apprécie le plus. La stratégie et l'intelligence silencieuse. Cette reconnaissance silencieuse offre une lueur d'espoir au milieu de la réalité des courgettes de Knox. Le lieutenant Vega conclut son discours par un dernier regard perçant sur la salle. N'oubliez pas que l'esprit est votre arme la plus puissante. Affûtez-la comme vous le feriez pour vos compétences physiques. Lorsqu'elle recule, la salle est animée d'une nouvelle énergie. Ces paroles ont ajouté une nouvelle couche à la complexité de la formation que nous sommes sur le point d'entreprendre. Il est clair que la réussite de ce programme nécessitera un équilibre entre les prouesses physiques et l'acuité mentale.
Alors que le lieutenant Vega recule, le caporal Miles s'avance. Le plus jeune des instructeurs, il apporte une énergie différente à la salle. Le travail d'équipe et la camaraderie, commence-t-il, sa voix résonnant d'une conviction sincère, seront aussi cruciaux que vos compétences individuelles dans ce programme. Son regard nous balaie. Engageant et sérieux. Vous allez être confronté à des défis qui vous mettront à l'épreuve, et pas seulement en tant qu'individu. C'est en vous soutenant les uns les autres que vous surmonterez les obstacles les plus difficiles. Son ton chaleureux atténue l'atmosphère intimidante créée par ses prédécesseurs. Il parle d'unité, de la force que l'on trouve dans l'effort collectif. N'oubliez pas, poursuit-il, que la personne à vos côtés peut être votre allié et votre soutien. Sur le terrain, cette camaraderie peut faire la différence entre le succès et l'échec. Ces paroles insufflent un sentiment de solidarité au groupe. Au milieu des exigences rigoureuses et des défis redoutables qui nous attendent, l'idée du travail d'équipe offre une lueur d'espoir. Les propos de Miles me rassurent. Dans un environnement que je percevais initialement comme uniquement compétitif, l'idée de camaraderie et de travail d'équipe ajoute une dimension nouvelle et vitale à ma compréhension du programme d'entraînement. La séance atteint son apogée lorsque le commandant Ask, le redoutable chef de l'académie, entre en scène. C'est un personnage imposant et large d'épaules, le crâne rasé de près, ce qui ajoute à son apparence sévère. Ses yeux profonds balaient la salle avec une intensité qui donne l'impression de transpercer chacun d'entre nous. Lorsqu'il parle, sa voix résonne dans l'auditorium, une base imposante qui demande de l'attention. Dans son discours, le commandant Ask énonce la discipline de l'institution. Ces normes sont inébranlables, intransigeantes, et seuls les plus forts réussiront à ce programme exténuant. Ces paroles s'imposent à nous comme un défi lancé, une provocation brutale à se montrer à la hauteur de ses attentes ou à rester sur le carreau. Son regard balaye la foule et s'attarde un instant sur moi. Une fraction de seconde, juste assez pour que je perçoive une pointe de dédain. Est-ce ma silhouette plus fine, mon allure d'intellectuel? Ses yeux passent, mais cette brève rencontre laisse une trace, une étincelle qui attise en moi une détermination farouche. Je lui prouverai qu'il a tort, que je suis bien plus que ce qu'il croit voir. Alors que je me tiens en formation, essayant de me fondre dans la masse de mes camarades plus imposants physiquement, je réalise que ce voyage me mettra à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir de nouvelles compétences. Il s'agit de me prouver à moi-même et aux autres que j'ai la force et la résistance nécessaires pour surmonter ces obstacles. Alors que la séance d'orientation se disperse, je me sens submergée. Au milieu de cette mer de nouveaux visages et de défis intimidants, mes yeux tombent sur deux personnes qui semblent incarner la nature rigoureuse de ce nouvel environnement. En écoutant leur conversation animée, je parviens à comprendre qu'ils s'appellent Drake et Taryn. Drake se dresse devant moi, imposant et musclé, sa coupe à la hache accentuant son air menaçant. Ses traits durs sont figés dans une expression qui ne laisse aucune place au doute. Il dégage une aura de supériorité, un sentiment de droit inné, sans doute hérité de sa lignée de militaire. Je sens son regard me transpercer, un mélange de dédain et d'arrogance qui me glace le sang. À ses côtés se tient Taryn, son fidèle second. Trapu, les traits tirés en une moue perpétuelle, il incarne la brutalité. Ses cheveux hirsutes et ses yeux gris froids ne font que renforcer l'impression de mépris qu'il affiche. Bras droit de Drake, il partage son aversion pour les étrangers comme moi, me toisant avec un dégoût à peine dissimulé. Alors que je me sens de plus en plus isolé au milieu de ces figures imposantes, mon attention est soudain attirée par une présence plus accessible, une collègue stagiaire. Son comportement contraste fortement avec celui de Drake et de Taryn. Elle a un air amical et ouvert qui me fait l'effet d'une bouée de sauvetage dans cette mer forte. Elle est de taille moyenne, avec une carrure athlétique qui semble parfaitement adaptée aux exigences physiques de cet endroit. Ses cheveux blonds courts et bouclés et ses yeux verts brillants lui donnent un air à la fois fort et accessible. Bien que je ne connaisse pas son nom, il y a un air de familiarité autour d'elle. « Alors, quelle est ton histoire? Tu as l'air perdu » demande-t-elle, d'une voix douce mais teintée de surprise. Il est clair qu'elle est curieuse de savoir ce que quelqu'un comme moi, plus à l'aise dans le calme des bibliothèques que dans la clameur d'un terrain d'entraînement, fait ici. Je laisse échapper un petit rire amusé. Eh bien, je suis ici pour un ensemble de raisons. Financières principalement, et parce que je semble avoir perdu la raison, ainsi qu'une envie bizarre de vivre des expériences de mort imminente, dis-je en plaisantant à moitié.
Son visage passe de la curiosité à l'amusement et elle laisse échapper un petit rire. Eh bien, tu es peut-être la personne la plus courageuse ou la plus folle ici. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit quelqu'un plonger tête la première de la bibliothèque dans la fosse aux lions. Je suis Clara Mayer, dit-elle en me tendant la main. Je la saisis, ressentant une vague de réconfort à l'idée de rencontrer quelqu'un qui semble accessible dans ce nouveau monde intimidant. Je m'appelle Eva Voss, je réponds. Je vois en elle une alliée potentielle, quelqu'un qui, malgré sa place naturelle dans cet environnement, comprend le courage qu'il faut pour pénétrer dans un monde si différent du sien. Tout en discutant, Clara me fait part de quelques éléments de son propre passé, révélant une histoire familiale entremêlée de services militaires. Il est clair qu'elle n'est pas étrangère au concept que représente ce centre. Sa compréhension de ce monde qui m'est si étrangère rend ces informations d'autant plus précieuses. Clara et moi entrons dans le centre de distribution des uniformes, un espace vaste et stérile dominé par des rangées d'étagères. L'odeur distincte du tissu neuf imprègne l'air, se mêlant au tintement métallique des cintres qui s'entrechoquent doucement dans les penderies en métal. En passant devant, je ne peux m'empêcher d'effleurer les uniformes du bout des doigts. Ils sont d'un gris France, ce qui leur confère une apparence nette et professionnelle. Sur une manche est brodé l'insigne de l'Académie, un corbeau en son centre, symbolisant la domination, avec ses ailes déployées comme un bouclier. Le fond sombre de l'emblème, gris foncé, presque noir, est rehaussé de touches de rouge ou de bleu électrique. Au bas de l'emblème, le slogan « Vigilance et contrôle » est inscrit. L'insigne, plus qu'un simple symbole, est une déclaration des valeurs de l'Académie et du rôle formidable que nous sommes sur le point d'assumer. Le tissu est robuste, conçu pour durer et être pratique, avec suffisamment de poches et de boucles pour transporter l'équipement essentiel. Lorsque c'est mon tour, on me donne la plus petite taille disponible, mais en la plaçant contre moi, un sentiment d'inconfort s'installe. Même cette taille me semble absurde, mes épaules s'évanouissent dans le tissu, et il est impensable que le pantalon reste en place sur mes hanches. Clara, postée à côté de moi, lutte pour réprimer un rire à cette vue. Remarquant mon angoisse, l'employé s'approche avec un sourire chaleureux. « Ne vous inquiétez pas, nous allons commander une taille spéciale plus petite pour vous. Elle devrait être prête dans quelques jours, » m'assure-t-elle. Je ne peux m'empêcher de ressentir un embarras accablant. C'est comme si l'uniforme se moquait ouvertement de ma carrure délicate. Je regarde Clara, qui est déjà en train d'essayer son uniforme, dont la coupe parfaite met en valeur sa carrure athlétique. Alors que nous quittons le centre, les remarques taquines de Clara sur ma mode temporaire oversized détendent l'atmosphère. Je parviens à rire. Alors que l'on me conduit avec mes collègues stagiaires vers les quartiers d'habitation, je suis frappée par la simplicité fonctionnelle qui caractérise l'ensemble de l'installation. Les couloirs des quartiers d'habitation sont dépourvus de tout ornement, les murs étant nus à l'exception d'un panneau d'indication occasionnel. Les lourdes portes de nos chambres individuelles bordent ces couloirs, chacune s'ouvrant pour révéler un espace minimaliste à l'extrême. Les chambres ne contiennent que l'essentiel: un lit, un bureau et une petite armoire. Le design est spartiate. Le lit, avec son cadre rigide et son matelas fin, et le bureau, austère et sans ornement, soulignent l'importance accordée à la fonctionnalité plutôt qu'au confort. Les salles de bain communes situées à l'extrémité de chaque hall, avec leurs équipements basiques mais propres, renforcent encore l'aspect communautaire et sans fioriture de nos conditions de vie. L'accent est mis ici sur l'égalité et la camaraderie entre les stagiaires. En m'installant dans ma chambre, j'observe l'obscurité de mon nouvel environnement. Cette simplicité, bien que choquante au début, commence à résonner en moi. Elle reflète l'essence même de notre formation. Se débarrasser de ce qui n'est pas essentiel et se concentrer sur les compétences et les attributs fondamentaux nécessaires pour exceller en tant que membre des forces de police. Après m'être familiarisé avec l'environnement clairsemé de ma nouvelle chambre, le moment est venu d'essayer de me reposer. Le soleil s'est couché et l'établissement semble sombrer dans un profond silence. Ma chambre, située au 4e étage, me semble isolée du monde, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs de l'établissement. Je m'approche de la fenêtre et jette un coup d'œil dans la nuit. D'ici, j'ai une vue au-delà des limites du terrain d'entraînement, un petit aperçu du monde extérieur. Les lumières de la ville au loin scintillent faiblement, rappelant une vie qui semble désormais bien loin. Je me détourne de la fenêtre, me préparant à dormir dans ce nouvel environnement. Le lit est ferme, la couverture fine, mais la fatigue des événements de la journée
me rend moins difficile. Alors que je suis allongée dans le calme, l'absence de son familier est frappante. Il n'y a pas de voix ou de mouvement provenant des autres chambres, pas de bavardage ou de rire lointain, seulement le léger sifflement du vent à l'extérieur. Le silence est à la fois paisible et inquiétant, une solitude à laquelle je ne suis pas encore habituée. En fermant les yeux, je laisse le calme m'envelopper. Les révélations de la journée, l'orientation, la rencontre avec Clara et la prise de conscience des défis qui m'attendent tourbillonnent dans mes pensées. C'est beaucoup à assimiler et, alors que le sommeil commence à me gagner, je me retrouve dans un monde où l'appréhension et l'excitation coexistent, à l'image de ma nouvelle réalité. Le lendemain matin, après un petit déjeuner simple composé d'un toast et d'un café, je me retrouve à marcher au même rythme que Clara vers la zone d'entraînement au combat. Mes pas sont lourds, chaque étape est chargée d'un mélange d'anticipation et d'appréhension. La salle de combat nous accueille dans une lumière crue, impitoyable. L'air est saturé du bruit sourd des coups, des cris étouffés, une symphonie brutale qui me vrille les tripes. Autour de moi, les stagiaires les plus ailés s'acharnent déjà, leur corps sculpté virevoltant dans un ballet de violence. Leurs mouvements sont précis, efficaces, une démonstration de force qui me laisse blême. Je me sens minuscule, perdu dans cet océan de muscles et de sueur. Le cœur battant à tout rompre. La peur me serre la gorge, m'empêche de respirer. Mes yeux sont rivés sur une silhouette en plein combat, ses mouvements d'une grâce létale, à la fois fulgurants et d'une précision chirurgicale. Mon cœur s'arrête. Merde, ça ne peut pas être vrai, m'échappe-t-il dans un souffle. Clara me lance un regard interrogateur, mais je reste figé, pétrifié par l'incompréhension. La scène devant moi semble irréelle. Cette forme athlétique, chaque muscle saillant sous le simple t-shirt noir, les cheveux noirs en bataille, le regard perçant. C'est Jack Calderon. Je reprends mon souffle brusquement, la secousse de reconnaissance passée. Sa présence déclenche en moi un tourbillon de sentiments, une tempête de fascination et d'appréhension à la fois troublante et magnétique. Il est là debout, sa posture est sans équivoque, la même présence que j'avais vue sur le campus, la même figure dangereuse. Mon esprit s'emballe, essayant de rationaliser cette rencontre inattendue. Quelles étaient les chances de le croiser ici dans ce lieu? Je me sens attiré vers le lieu de leur affrontement, mes pieds se déplaçant presque d'eux-mêmes. La réalisation est choquante. Si je devais me battre contre lui, je n'aurais aucune chance. Ok, personne n'en aurait. Sa présence ici est aussi surprenante qu'un coup de tonnerre, inattendue mais indéniablement puissante. La même énergie insouciante dont j'ai été témoin sur le campus universitaire est maintenant maîtrisée dans des frappes disciplinées et précises. Alors que je le regarde, à la fois fasciné et horrifié, Jack porte un coup avec la précision d'un prédateur, ce qui me rappelle brutalement la violence dont il est capable. Son adversaire recule, une main agrippée à sa lèvre en sang, tandis qu'un silence s'installe dans la salle. Je frissonne en reconnaissant la force brute qui se cache sous cette apparence athlétique, la violence contenue qui ne demande qu'à exploser. Son corps est sculpté à la perfection, ses mains sont des armes mortelles. C'est une beauté sauvage et terrifiante, une œuvre d'art forgée dans la violence. Les autres stagiaires réagissent avec un mélange d'admiration et de peur. Mais pour moi, c'est un retour en arrière à ce jour sur le campus. La même agression rapide et impitoyable, maintenant amplifiée dans cet environnement contrôlé. Je sens mes mains trembler. Une réaction involontaire à l'étalage brut de puissance qui s'offre à moi. Clara, à mes côtés, rompt le charme. « C'est ce qu'il faut, dit-elle, sa voix mêlant respect et pragmatisme. Pour survivre ici, il faut être fort, contrôlé et précis. » Ces paroles qui se veulent rassurantes ne font qu'accentuer le nœud d'appréhension dans mon estomac. Alors que je m'avance sur le tapis, l'image de l'efficacité impitoyable de Jack reste dans mon esprit. Sa présence ici est une énigme, un mélange complexe d'habileté et d'agressivité, de discipline et de rébellion. C'est une dualité que je dois apprendre à comprendre et à embrasser dans ce monde dur et exigeant dans lequel je suis entré. La salle de combat devient un champ de bataille où mes limites me confrontent à une réalité impitoyable. Chaque moment passé sur le tapis est une dure leçon de mes insuffisances physiques. Je suis dépassé. Chacun de mes mouvements est contré par une force écrasante. Chacune de mes tentatives de frappe ou de défense se solde par une défaite rapide. Mes adversaires, plus versés dans ce ballet brutal, me laissent chancelante, mon corps accumulant les bleus comme autant d'insignes sombres de mon inexpérience. Les autres stagiaires semblent avoir pratiqué le combat toute leur vie.
Les techniques démontrées par le caporal Miles et le sergent Knox ressemblent presque à une danse bien répétée pour les spectateurs chevronnés, chaque mouvement étant exécuté avec précision. Pour moi, cependant, chaque geste est une nouvelle révélation, et je me retrouve à essayer maladroitement d'imiter leurs mouvements, novice parmi les experts. À la périphérie de ce tumulte, je sens la présence de Jack. Il s'appuie contre le mur, observateur silencieux. Son expression est cachée derrière un masque d'impassibilité, mais je peux sentir le poids de son regard. C'est comme s'il se moquait de chacun de mes mouvements, disséquait mes faiblesses avec une curiosité détachée qui ne fait qu'ajouter au malaise que je ressens. La séance s'éternise et à chaque chute sur le tapis, ma détermination s'effrite un peu plus. La souffrance est bien plus que physique. C'est l'aiguillon douloureux de réaliser à quel point je suis inadaptée à ce monde. Je suis une érudite dans une arène de guerriers, mes années de formation académique n'offrant aucun bouclier contre l'implacable dureté de cet endroit. Alors que je suis allongée sur le tapis, à bout de souffle, l'idée d'abandonner s'insinue dans mon esprit comme un murmure séduisant. Il serait si facile de partir, de retourner dans le monde familier, où mon esprit est ma plus grande arme, et non ma force physique. Mais j'aperçois Clara, son visage empreint d'inquiétude et d'encouragement, et je me souviens de la raison pour laquelle je suis ici. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour ma famille, pour un avenir qui exige plus de moi que je n'ai jamais pensé pouvoir donner. Je me relève, chaque mouvement étant un défi à la voix qui me dit d'abandonner. Les bleus sur mon corps sont douloureux, mais l'idée d'échouer dans ma mission de soutenir ma famille et de faire mes preuves dans ce nouveau monde est bien pire. Je dois être plus forte, m'adapter, me transformer. Je n'abandonnerai pas. Une vague de soulagement m'envahit lorsque j'entends la voix du caporal Miles couper court à la tension. « Assez d'entraînement pour toi aujourd'hui, Voss, » déclare-t-il. Mes tentatives maladroites d'entraînement à l'attaque et à la défense s'arrêtent brusquement. Je suis reconnaissante de ce répit, reconnaissante de prendre du recul par rapport à l'intensité et à l'examen minutieux de la séance d'entraînement. Le déjeuner s'écoule dans un flou de fatigue et de douleur. Mais je n'ai guère le temps de m'attarder sur mes bleus et mes doutes. Car l'après-midi apporte un défi différent, un cours d'informatique axé sur le piratage. Assis devant un terminal d'ordinateur, je ressens un sentiment de soulagement. Plus de coups, plus de chutes. Ici, dans le monde numérique, je suis dans mon élément. Les lignes de code et les algorithmes complexes sont un territoire familier, un contraste réconfortant avec l'aspect physique de l'entraînement au combat. Mes doigts dansent sur le clavier avec une aisance entraînée, un rythme de logique et de résolution de problèmes qui est comme un baume apaisant pour mon corps meurtri. Entouré du bourdonnement des ordinateurs et de la faible lueur des écrans, je m'immerge dans l'exercice de piratage, un dérivatif bienvenu aux épreuves physiques qui m'ont marqué. Dans ce paysage numérique, je trouve mon rythme. Alors que je navigue habilement dans le réseau simulé, un mouvement attire mon regard à l'autre bout de la pièce. Jack est là, penché sur un clavier comme un titan aux prises avec une minuscule fourmi. Ses larges épaules, qui contrôlaient auparavant la force de ses frappes, semblent maintenant porter le poids d'une lutte perdue d'avance. Ses doigts hésitants flottent au-dessus des touches, en contraste frappant avec ses frappes décisives au combat. Un sourire, non sollicité et inattendu, se glisse sur mon visage. C'est une réaction à l'ironie de la situation. Jack, l'incarnation de la prouesse physique, aux prises avec un défi qui est tout à fait dans mes cordes. Son regard se pose sur moi, et tout à coup, je regrette mon petit sourire narquois. Ses yeux sont comme des glaçons, perçants et froids. Je vois une lueur dangereuse dans leur profondeur, un avertissement silencieux qui me fait frissonner. L'atmosphère devient électrique, chargée d'une tension palpable. Hâtivement, je détourne les yeux, me concentrant à nouveau sur mon écran, les lignes de code se brouillant maintenant devant moi. La chaleur de mon triomphe dans cette arène numérique se refroidit dans l'ombre du regard de Jack. Sa difficulté à pirater une faille dans son armure est une révélation. Pourtant, sa réaction est un rappel brutal de la nature complexe et imprévisible qu'il cache sous la surface. Alors que le cours de piratage informatique se termine, je me retrouve à sortir précipitamment, sans même attendre Clara. Mon objectif est d'éviter toute rencontre fortuite avec Jack. Dans mon départ précipité, je me convainc qu'il oubliera notre contact visuel fugace et que demain, je ne serai plus pour lui qu'un visage parmi d'autres. Alors que la nuit tombe sur le centre de formation des forces de police, une forteresse désormais silencieuse dans l'obscurité, je m'allonge dans ma chambre clairsemée, les événements de la journée repassant dans mon esprit.
Le plafond n'offre aucun réconfort, juste une toile blanche pour mes pensées. Les péripéties du jour m'ont heurté avec toute la discrétion d'un drone de livraison s'écrasant dans une bibliothèque. Chaque faux pas dans l'entraînement au combat, chaque nouveau bleu fleurissant sur ma peau, c'était comme recevoir un mémo de mon corps disant « Hé, peut-être que la prouesse physique, ce n'est pas notre truc. » Pendant ce temps, le royaume numérique du piratage était mon coussin douillet dans le chaos, un endroit où mes compétences étaient plus celles d'un guerrier du clavier que d'un véritable guerrier. Et cela me convenait parfaitement. Puis, il y a Clara, mon coach. Mon ami, tu peux le faire. Encourageant, tout en m'enseignant l'art subtil de ne pas mordre la poussière toutes les 5 minutes. C'est un rayon de soleil dans cette grisaille, même si je sens une pointe de doute dans sa voix. Ces encouragements étaient l'équivalent d'une tape dans le dos, tout en jetant un œil vers la trousse de premier secours la plus proche. Et puis, il y a Jack. Pourquoi était-il absent le premier jour? Et ses prouesses au combat sont incontestables. Elles sont le prolongement naturel de l'énergie agressive dont j'ai été le premier témoin sur le campus de l'université. Pourtant, son incursion dans le monde du piratage informatique a révélé une faille dans son armure, montrant que même cette figure herculéenne pourrait bien avoir besoin d'un peu d'assistance technique. Dans la faible lumière de ma chambre, une pensée, à la fois audacieuse et troublante, prend racine dans mon esprit. C'est une idée folle, une idée qui vacille à la limite de la raison. Allongé sur mon lit rigide, je retourne l'idée dans ma tête, l'examinant sous toutes les coutures. Il y a une logique à cela. Pas idiot, si on y pense. Moi, je suis une pro du clavier. Moi, une hackeuse en herbe, quoi. Lui, il est, comment dire, un peu moins à l'aise avec la technologie. On pourrait dire qu'on se complète, non? Un peu comme un duo improbable dans un film d'action à petit budget. Le souvenir du regard menaçant de Jack lors du cours d'informatique surgit sans prévenir, me glaçant le sang. Ses yeux lançaient un avertissement muet, une communication silencieuse des limites à ne pas franchir. Suis-je en train de jouer avec le feu? Sûrement. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, hein? Plus j'y pense, plus l'idée se transforme en un plan. Il s'agit d'une approche transactionnelle. Offrir quelque chose de précieux en échange de ce dont j'ai désespérément besoin. Aider Jack à programmer et à pirater en échange de mon entraînement physique et des techniques de combat. Ce partenariat, bien que non conventionnel, pourrait être la solution aux défis auxquels je suis confronté. C'est un risque calculé, une façon de repousser les limites. Alors que je suis allongé, l'ombre du sommeil s'insinuant aux confins de ma conscience, je me sens de plus en plus attiré par l'idée. C'est un risque, sans doute, mais aussi une opportunité.